J'habitais autrefois dans le nord de l'Arizona, dans une ville appelée Page. La ville se trouve sur le lac Powell et près de Horseshoe Bend, qui sont tous deux devenus récemment d'énormes attractions touristiques. Elle se trouve également à la frontière de la réserve Navajo, et sa population est majoritairement autochtone. J'ai actuellement 18 ans. Je suis parti il y a moins d'un mois. Donc j'ai vécu toute ma vie dans la ville, essentiellement. J'ai entendu des histoires, beaucoup d'histoires de la part de mes amis et aussi de leurs parents. Mais ces deux histoires sont mes propres expériences. La première histoire s'est passée il y a environ 1 an et demi. Comme Page se trouve à une centaine de kilomètres de la ville la plus proche, la région alentour est très prisée par les habitants pour la chasse aux lièvres, aux coyotes et aux lynx roux. Ce jour-là, j'étais seul, assez loin sur certains des sentiers de terre locaux, peu de temps après avoir commencé à chasser moi-même. Je ciblais les coyotes. C'était avant que j'aie un appât, donc je devais les chercher ou les appâter. Et mon arme à feu était une Springfield, saint arme réglementaire, 15 chargées avec des cartouches American Eagle de 5,5 grains à pointe, ce qui, oui, est un détail important. Il devait être environ midi et j'étais descendu dans un ravin qui longeait et traversait le bas de l'une des falaises de grès de la région. En marchant dans le ravin, j'ai probablement effrayé le plus grand coyote que j'ai jamais vu, qui s'est enfui le long de la falaise. Alors qu'il escaladait, j'ai tiré 3 fois sur lui et j'ai réussi à l'atteindre au moins une fois, car il s'est mis à saigner abondamment en grimpant jusqu'au sommet de la falaise. Je me suis lancé à sa poursuite et j'ai gravi la falaise en 3 à 4 minutes d'ascension haletante. Au sommet, la falaise se transformait en un plateau plat, couvert d'arbustes et de buissons desséchés, atteignant tout au plus la hauteur des genoux. Je mesure 1,78 m, donc je ne suis pas très grand, mais il n'y avait aucun coyote en vue. J'ai commencé à suivre la trace de sang et après environ 25 minutes à la suivre, j'étais très confus et quelque peu inquiet. La trace de sang restait épaisse. Trop de sang était perdu pour permettre aux coyotes de continuer à courir aussi longtemps, et je chassais avec une balle capable de foudroyer un puma sur place. Après environ 10 minutes de plus, les traces du coyote ont rejoint ce que je suppose être des traces de chèvre. C'est là que j'ai fait demi-tour et que je me suis tiré de là au plus vite. Les deux traces avaient été intéressantes, profondes, et le sable était encore assez meuble pour s'effondrer quand je me suis agenouillé et que je les ai examinées. Les traces sont séparées, le coyote partant loin sur la gauche et la chèvre partant vers la droite. La traînée de sang, cependant, ne suivait plus la piste du coyote, mais indiquait plutôt que la chèvre avait été touchée. Les traces menaient en ensemble vers un autre ravin connu dans la région pour porter malheur. Alors je suis retourné à mon camion, vite après ça. La deuxième histoire s'est déroulée près de la périphérie de la ville et elle est accompagnée d'une vidéo. Mes amis et moi étions dehors vers 10 h du soir près de l'un des sentiers de jogging locaux. À la lisière de ces sentiers, une bouche d'égout pluvial ressort. On plaisantait toujours sur des skinwalkers qui l'utilisaient pour se cacher des joggers ou des cyclistes, mais on n'y avait jamais vraiment prêté attention. Cette nuit-là, cependant, on a décidé d'entrer dans la bouche d'égout pour voir par nous-mêmes. Bien sûr, j'étais le premier à entrer, mais j'avais 5 personnes derrière moi. Nous étions probablement à environ 100 mètres. Nous étions à l'intérieur quand j'ai entendu ce qui ressemblait à des griffes raclant le béton devant moi. Je ne pouvais voir qu'à environ 15 mètres devant moi avec ma lampe, alors j'ai fait taire tout le monde derrière moi. Dès que nous nous sommes tus, un gémissement a résonné dans le tunnel. Je n'ai jamais reculé à 4 pattes aussi vite de toute ma vie. Le drain pluvial mène à une route voisine que les personnes trop effrayées pour entrer dans le tunnel regardaient Tsam. Mais elles n'étaient pas sur la route, ni même près de l'ouverture, et elles prenaient même des snaps au moment du bruit, nous montrant que, premièrement, ce n'était pas elles, et deuxièmement, qu'il n'y avait aucune voiture sur la route à ce moment-là.
Je ne peux pas prouver que c'était votre skinwalker, mais ce n'était certainement ni une personne ni un animal que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Si vous souhaitez voir la vidéo, le lien se trouve dans la description. Je suis une femme de 24 ans qui a déménagé d'Orlando, en Floride, à 18 miles de Valdosta, en Géorgie. En gros, au milieu de nulle part. C'était à la ferme de ma famille. Je n'ai jamais eu de problème à Orlando, mais j'ai divorcé et j'ai dû emménager chez ma mère. C'était mes 2 petits garçons et moi. Bref, nous avons emménagé dans l'une des vieilles maisons de ferme sur la propriété de ma famille et elle avait besoin de beaucoup de travaux. Il y avait 8 chambres et une suite pour belle-mère. Quand nous avons emménagé, nous n'avions nettoyé que 2 pièces. Et nous avons travaillé sur le reste de la maison pendant 9 mois. L'homme d'en face, Jay, a été très serviable. Dès le premier jour, il venait presque tous les jours pendant qu'il nourrissait ses animaux et m'aidait pour tout ce dont j'avais besoin. Pendant 9 mois, je n'ai jamais eu de problème et je pensais qu'il était simplement un homme d'âge moyen sympathique. Je n'ai jamais senti qu'il avait de mauvaises intentions. La ferme avait une forme en U. La chambre que j'ai choisie avait des fenêtres donnant sur la cour. C'était le centre de la maison. Jay avait clôturé cette zone quand j'ai emménagé pour la première fois afin que je puisse laisser les garçons jouer. La ferme était au centre de la propriété et éloignée de la route, donc je n'avais jamais à m'inquiéter d'être observé, surtout que les fenêtres de ma chambre donnaient sur la zone clôturée au milieu de la maison. Alors je n'avais pas mis de rideau à ma chambre ni à ma salle de bain. Un jour, mon fils jouait sous le carport et Jay est arrivé avec son camion. Il passait vérifier ma voiture. Jay n'était même pas encore arrivé sous le carport que mon fils aîné me dit « Hey, je l'ai vu à ma fenêtre la nuit dernière. » Plus tard dans la soirée, j'ai parlé à mon fils et il m'a dit qu'il l'avait bien vu par la fenêtre. Je lui ai demandé si c'était à la fenêtre de la cuisine, parce qu'on peut voir les pâturages de ses chevaux, et il s'arrête pour les nourrir chaque matin et chaque soir. Avec cette explication, je n'y ai plus vraiment repensé. Mais d'autres choses s'étaient reproduites. Je suppose qu'on pourrait dire que je voulais qu'il soit la personne que je pensais qu'il était. Alors j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Un jour après l'école, mon bonbon préféré est mystérieusement apparu dans mon frigo. Ma mère m'a dit qu'elle se souvenait que j'avais dit à Jay que c'était mon préféré. Et quelqu'un m'a envoyé des fleurs tous les vendredis pendant quelques mois. Je pensais que c'était mon ex-mari, ou peut-être mon petit ami de l'époque, mais aucun des deux n'a voulu l'admettre. Mon petit ami m'a dit en plaisantant que c'était Jay. Le lendemain, je suis rentré de l'école. Et ma mère faisait jouer les garçons sous le carport, et Jay travaillait sur ma voiture. Ma suspension pneumatique avait une fuite et Jay a proposé d'y jeter un œil avant que je l'emmène jusqu'à Tallahassee pour une réparation coûteuse. Je suis sorti de la voiture de ma mère et il m'a demandé si je voulais voir la fuite que j'avais trouvée. Alors que je me penchais sur le capot, Jay a reculé. Quand je me suis retourné, j'ai fait une remarque en plaisantant sur son téléphone portable des années 90 qu'il avait à la main. C'est le genre qu'on ne voit plus, comme un tout premier téléphone à clapper avec appareil photo. Plus tard dans la soirée, nous sommes rentrés à l'intérieur et ma mère m'a dit qu'elle pourrait jurer que Jay m'avait pris en photo avec son téléphone. Je sais que ça paraît fou, mais je ne l'ai pas cru. Cet homme était vraiment toujours amical, il n'y a jamais eu de comportement bizarre de sa part. Si je lui proposais de le payer, c'était toujours au prix coûtant. Et c'était rare, car il n'acceptait pas mon argent. J'aurais dû savoir que les gens ne sont plus comme ça de nos jours. Je suppose que j'étais très naïf. Quelques semaines plus tard, je tondais la pelouse de ma cour. Elle poussait vraiment mal et quand je me suis approché de ma fenêtre, mon cœur est littéralement tombé dans mes chaussettes. J'avais un nouveau parpaing placé devant chacune de mes fenêtres et devant la fenêtre de ma salle de bain. Je ne peux pas vous dire comment,
Mais à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur et que tout le monde avait raison à propos de Jay. J'ai appelé mon ami et voisin Josh pour qu'il vienne voir les parpinques. Il est rentré chez lui en courant, a pris une caméra de chasse et l'a fixée à un arbre devant ma fenêtre. C'était à 3 heures de l'après-midi. Ce soir-là, je suis rentré vers 6 heures et je faisais descendre les garçons de la voiture quand je me suis retourné et Jay se tenait juste derrière moi. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire peur et qu'il avait appris par ma mère que j'étais hors de la ville. J'ai répondu « Oui, monsieur, je savais qu'il le savait parce qu'ils sont amis sur Facebook ». Il m'a dit de l'appeler si j'avais peur ou si j'avais besoin de quelque chose. J'ai fait rentrer les garçons à l'intérieur et nous nous sommes blottis dans le lit. Ils se sont endormis dans mon lit. Quand je me suis rendu compte que j'avais raté l'épisode de Game of Thrones de dimanche. C'était vraiment un très bon épisode. Je suis allé dans le lit de ma mère pour regarder. J'étais allongé là, en train de parler avec mon ex-mari des garçons et de l'émission quand Josh a appelé. J'ai pris l'appel et il m'a demandé si mon petit ami était là. Je lui ai dit non, qu'il était 9h02 du soir, et il m'a dit qu'un homme était dehors, à ma fenêtre. La caméra à chevreuil a pris la première photo à 9h02. Mes fils dorment dans ma chambre. Josh m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il arrivait déjà dans l'allée, et il m'a dit de le rejoindre de l'autre côté de la maison. La peur et la terreur m'ont littéralement traversé. Je suis lentement entré dans l'autre pièce et j'ai calmement pris mes garçons dans mes bras. J'ai fermé la porte et j'ai traversé la maison en courant aussi vite que possible. Nous sommes restés assis dans le camion de Josh jusqu'à l'arrivée de la police. L'appareil photo pour serre a pris des photos à 9h02, 9h22 et 9h30. Il est resté dehors devant ma fenêtre tout ce temps à attendre que je revienne. La police s'est retournée dans le champ et a pu voir où il s'était garé, mais il était déjà parti. Derrière la maison, il y a un immense champ de légumes, et c'était un chemin pour le passage des tracteurs. Je leur ai montré les photos et j'ai identifié Jay. Il a été arrêté à 2h du matin ce jour-là et lorsqu'ils ont fouillé son téléphone, il y avait 9 mois de photos. Des photos de moi en train de tondre la pelouse, de jouer avec mes enfants, de moi dans ma salle de bain en train de dormir, penché sur le capot de ma voiture. Il m'observait tout le temps. Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Il a fini par sortir de prison le week-end suivant et il est allé-venu au bureau de poste de ma mère, elle est factrice, pour lui dire qu'il avait trouvé mon chien mort et qu'il l'avait enterré pour moi. Et même après tout ça, il n'a eu que 5 ans de probation et une ordonnance restrictive. Il vit toujours en face de chez moi. Je suis resté peut-être 3 mois, puis je suis parti à Fort Wharton Beach. C'était il y a quelques jours seulement. Ma femme et moi faisions du camping sauvage dans le parc national des Redwoods en Californie. Et alors que nous allions nous coucher, un épais brouillard est tombé. Je dormais profondément dans la tente. Vers 3h du matin, je me suis soudainement réveillé, sentant que quelque chose se trouvait à l'extérieur. J'ai entendu le bruit de pas légers et étouffés, ainsi qu'un sifflement ou un murmure discret, presque comme si quelque chose marmonnait tout bas. En pensant qu'il s'agissait d'un ours ou d'un raton laveur, j'ai doucement ouvert la fermeture éclair du double toit de ma tente et j'ai regardé dehors. Dès que j'ai ouvert la tente, le bruit de marmonnement s'est arrêté. Le brouillard était si épais que je pouvais à peine voir à plus de 5 mètres. La lune et le ciel nocturne n'étaient mais pas du tout visibles. J'ai allumé ma lampe frontale pour mieux voir, et au loin, j'ai vu une faible lumière s'allumer aussi. Au début, dans cette brume, j'ai pensé que ça pouvait être un autre randonneur, même si nous étions à environ 15 miles de là, en pleine nature. Mais c'était une lumière vacillante jaune-orangée, à seulement quelques pieds du sol. Je vois la silhouette d'une forme humanoïde qui semble presque me faire signe. Je saisis mon couteau, je sors de mon sac de couchage et je m'avance dans la nuit. À mesure que je m'approchais de la lumière, je voyais de plus en plus clairement la forme humanoïde, mais je commençais à être vraiment mal à l'aise. Elle ne bouge pas, elle ne fait aucun bruit.
Qui ou quoi pourrait bien se trouver ici à 3 heures du matin, à 24 km dans les bois? Je me suis retourné pour regarder ma tante. Quand je me suis retourné, la lumière n'était plus là. Le lendemain matin, nous avons fouillé la zone, l'endroit où j'avais vu la lumière, mais nous n'avons vu aucune trace. Ce qui m'a le plus effrayé, cependant, c'est que juste à l'endroit où se trouvait la lumière, il y avait une falaise de 15 mètres menant au ruisseau en contrebas. Je vis dans la région boisée de la partie nord du Panhandle, près de Pittsburgh. Une partie de la ville comprend des bâtiments et des restaurants. Quand on quitte la ville, ça devient assez effrayant. Nous avons ce que je pense être une réserve naturelle appelée Tomlinson Run. Ils ont des sentiers de randonnée et de camping. Pour planter le décor, c'était une journée d'été très lourde, vers la mi-juin, avec de fortes pluies. J'étais dehors avec mes amis pour faire du camping dans les bois. Nous allions entrer dans les bois. Mais c'était plus simple de prendre une petite cabane. Ils vous fournissent un foyer à l'arrière, près de la lisière des arbres. Nous étions assis près du feu en train de boire quelques bières quand il s'est mis à pleuvoir à verse. La dense végétation des arbres au-dessus de nous nous protégeait en grande partie de la pluie. Alors nous sommes restés près du feu. Une fois que la pluie a commencé à tomber des feuilles, nous avons décidé d'aller nous coucher. En rangeant nos affaires et étant plutôt éméché, mon ami Alex est allé pisser. Les seules toilettes du parc se trouvent dans un bâtiment à environ 1 mile d'ici, donc il était courant de simplement faire ses besoins près d'une cabane. Garder le feu faiblement allumé pendant qu'on rangeait s'est soudainement avéré être une tâche difficile. Pendant qu'il urinait, il s'est retourné et a commencé à crier qu'il fallait rentrer à l'intérieur. Comme il n'était pas du genre à plaisanter et qu'il avait un ton sérieux, cela nous a convaincus de bouger nos affaires. Nous avons attrapé toutes nos chaises et notre bois de chauffage et les avons transportées dans la cabane. Il est entré environ 10 secondes après nous et a verrouillé la porte. Il a expliqué qu'il avait vu un loup le long de la lisière des arbres, sur notre droite qui nous traquait, cherchant peut-être un encas facile. Je vais vous expliquer la disposition des cabanes pour que vous compreniez bien. Chaque cabane avait 4 lits et une plateforme sous le toit où quelqu'un pouvait dormir. Les 2 lits d'entrée sont superposés et chacun avait une fenêtre au-dessus du premier lit et en dessous du second. Il y avait aussi une fenêtre au niveau du lit du haut. La cabine était conçue comme une ancienne cabane indienne, avec une pièce ronde et des murs carrés. C'était une cabane à $50 la nuit. Il n'y avait ni lumière ni prise électrique dans celle-ci. Nous nous y attendions, y étant allés plusieurs fois. Nous avons donc apporté des lampes de poche et des chargeurs portables. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes allongés, planifiant notre journée du lendemain. Comme nous étions 4, j'ai décidé de dormir sur le lit du 2e étage. Je suis monté à l'échelle et je l'ai tiré pour former une rambarde. Nous nous sommes tous assoupis, épuisés par cette longue journée. Vers le milieu de la nuit, je dirais qu'il était environ 2 heures du matin. Je me suis réveillé en voyant mon ami James courir dans la pièce en hurlant. Apparemment, il était dehors en train d'uriner quand il a cru entendre un loup hurler, mais avec une voix grave. C'était étrange car nous n'avions jamais vu beaucoup de loups dans les environs et leurs hurlements étaient généralement aigus. Lorsqu'il a poursuivi en disant que, lorsqu'il s'est tourné vers l'endroit d'où venait le bruit, il a vu quelque chose debout sur 2 jambes, avec des mains en forme de griffes qui le regardaient. Cela nous a tous terrifiés. Et nous avons décidé de ne pas sortir avant le matin. Nous sommes tous retournés au lit. Et je me suis retourné et j'ai essayé de m'endormir. J'avais une sensation très désagréable dans l'estomac et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné et j'ai regardé par la fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. Il était accroupi, tourné dos à moi. Mais sa tête était tournée, me fixant du regard. Dès que j'ai réalisé que je le regardais, il s'est levé. Et il a détalé. Rien de familier, ni sprint, ni personne. Il mesurait environ 2 m50 et courait comme un athlète olympien. J'ai tenté d'attribuer cela à une hallucination. Mais je savais que ce que j'avais vu était réel.
Le lendemain, nous sommes tous partis, et j'ai raconté à mes amis dans la voiture ce que j'avais vu. Alex a alors dit que c'est ce qu'il avait vu quand il urinait, mais qu'il ne voulait pas nous effrayer, alors il est resté silencieux. Je n'étais pas sûr de ce que c'était avant de faire plus de recherches. À ce jour, je ne suis jamais retourné à leur campement ni dans les bois. Parfois, quand je marche la nuit dans mon quartier, je sens des yeux posés sur moi. Et je sais exactement ce qui m'observe. Quelques années après que mon père ait été diplômé de l'Université d'État du Colorado et que ma mère ait obtenu son diplôme de l'Université chrétienne du Texas, ils travaillaient tous les deux dans une petite entreprise à Fort Worth, au Texas. Ils s'étaient rencontrés à des fêtes d'entreprise et avaient commencé à sortir ensemble quelques années après. Ils se sont finalement mariés. Et mon père a trouvé un emploi au Colorado dans une petite entreprise d'ingénierie en pleine croissance. Alors ils font leurs valises et ils déménagent de Fort Worth, Texas, au Colorado, montant dans une voiture avec leurs quelques affaires. Ils commencent à s'y rendre. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette route-là. Mais au lieu de prendre une grande autoroute inter-État, ma mère et mon père ont décidé d'emprunter une route plus petite, moins fréquentée, pour la dernière partie de leur trajet vers la ville natale de mon père, afin de rejoindre la route 14 jusqu'à leur nouvelle maison. Après avoir conduit toute la journée, et comme il était au milieu de la nuit, mon père a eu l'idée de s'arrêter sur le bord de la route pour dormir quelques heures avant de se réveiller et de terminer le voyage. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait aucune aire de repos sur cette route. Donc le seul endroit pour se reposer était sur le bord de la route. Ma mère était d'accord. Mais peut-être 20 minutes après s'être arrêtée et avoir essayé de dormir, ma mère ne se sentait pas à l'aise et a décidé qu'au lieu de dormir ici, elle allait conduire pendant que mon père se reposait. Et à son réveil, elle se reposerait pendant qu'il conduirait. Pour réitérer, c'est une autoroute peu fréquentée, donc il n'y a pas de lumière et mes parents sont au milieu de nulle part, et la ville ou le village le plus proche est à des kilomètres, pas à 1 ou 2 kilomètres sur la route. Ma mère remarque quelque chose sur le bord de la route, elle s'approche et remarque qu'il s'agit simplement d'un homme seul, au milieu de nulle part, sans lumière ni rien, marchant simplement sur le bord de la route dans la direction où mes parents étaient garés. Il n'y avait aucune voiture en panne plus loin sur la route, et il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde qui puisse justifier pourquoi cet homme marcherait sur le bord de la route. Mes parents n'en parlaient pas beaucoup, mais ils se sont demandé ce qui se serait passé s'ils s'étaient tous les deux endormis dans leur voiture sur le bord de la route cette nuit-là. Je vais essayer de donner autant de détails que possible. Je vis dans l'Ohio, près de Youngstown, et ma famille possède une cabane en Pennsylvanie, près de la forêt d'Allegheny. C'est la cabane de mon grand-père et il est pompier à la retraite. Il y a des années, lui et ses amis pompiers allaient en chasser dans la forêt. Ses amis restaient dans un mirador, tandis que les autres étaient répartis sur la propriété et dans différents miradors. Vers l'heure du déjeuner, il prévoit de se retrouver pour manger. En appelant son ami, il ne répondait à personne, que ce soit par talkie-walkie ou autre moyen. Ils ont décidé de se retrouver pour prendre de ses nouvelles. Ils l'ont trouvé pétrifié, caché accroupi dans la tribune. Ils ont dit que les petits arbres semblaient avoir été brisés avec facilité. Il était blanc comme un fantôme. Il a affirmé qu'il y avait une grande créature humanoïde, estimée à environ 2,40 m de haut, qui puait terriblement. Il avait abattu des arbres dans tous les sens, et s'est passé sous le mirador. Il était si grand que sa tête touchait presque le mirador. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Et en toutes ces années de chasse, il n'avait jamais rien vu de tel. Il ne savait pas quoi en penser. Mon grand-père est très sceptique et il n'inventerait jamais cette histoire sans raison. Ça te fait réfléchir.
Au Mexique, ma tante, ou plutôt ma grand-mère, nous racontait toujours des histoires de gens qui allèrent dans les collines la nuit, se faisaient paralyser sur place par des coyotes, et les gens portaient des poils de coyote comme magie. Ma mère et beaucoup d'autres avaient été suivis par de grands chiens noirs et parfois leur chemin était bloqué. Ma grand-mère mettait toujours des ciseaux en forme de croix au-dessus de notre porte, c'était censé éloigner les sorcières. J'ai entendu beaucoup de gens parler d'un Indien qui vit dans les collines après la mine. Ils disent qu'ils apportent de la nourriture à ce type. Et il a tendance à rester loin des gens, et il parle un espagnol approximatif. Tout le monde parle de sorcières qui vivent là-bas, au-delà du village, dans les collines, que les membres du cartel les engagent pour jeter des sorts à leurs ennemis. J'ai entendu dire que les cartels allaient même jusqu'à kidnapper des enfants et les donner aux sorcières comme paiement. Près de notre village, il y a une mine abandonnée où les gens vont toujours se promener. Une nuit, mon oncle et moi avons fait le tour des collines, passé un lac et traversé une oasis. Nous avons commencé cette randonnée à 23h. Nous sommes rentrés chez nous à 7h du matin. Il ne s'est rien passé cette nuit-là. Et c'était aussi la dernière année où j'ai vu mon oncle comme je l'admirais autrefois. C'était un homme de plein air, il lui manquait un doigt et il portait toujours un grand couteau, un fusil, et il était large d'épaules et inflexible. Je le comparais toujours à Crocodile Dundee et on partait souvent en randonnée quand on gardait les moutons. J'avais du mal à le suivre, mais il connaissait très bien la terre et se déplaçait avec agilité à travers les collines rocheuses. L'année suivante, après les événements, j'ai rendu visite. Il était devenu la risée de la ville, un ivrogne maigre comme un clou, les dents qui tombaient, un homme faible qui tremblait sans cesse. L'héritier des terres de mes grands-parents, il avait été respecté autrefois, tout comme mes autres oncles. Maintenant, même eux le méprisaient et en avaient honte. Ce n'était que l'année dernière que je l'ai vu à son apogée, quand nous avons fait cette randonnée de 8 heures pour aller chasser les cheveux. La lune était pleine et tout ce qui sortait des collines était illuminé. Lors d'une randonnée, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fera si on voit un coyote ?» Il a plaisanté en disant que les poils de coyote portent chance et qu'il en porterait à sa ceinture pour avoir plus de succès avec les femmes. Puis il a ajouté qu'ils ont plus peur de nous que nous d'eux. Je vais passer tout ce qui précède, mais nous avons 2 chiens avec nous, tous les 2 des bergers allemands. L'un de nos chiens est parti devant vers la mine, qui était encore à 10 bonnes minutes de marche. Il y avait des trous partout dans le sol, donc nous avancions lentement. Il prenait parfois de l'avance sur nous et nous attendait, ou faisait demi-tour et recommençait chemin. Ils connaissaient bien le chemin, donc ce n'était pas inhabituel qu'ils aillent en devant et nous attendent près de la mine. Il était alors environ 3 heures du matin. Quand nous sommes arrivés, un grand hibou blanc a volé au-dessus de nous et mon oncle a plaisanté en disant que c'était une sorcière. Nous ne voyions toujours pas l'autre chien qui était parti devant, mais Tambo, celui qui restait à nos côtés, ne cessait de grogner contre lui. Il grognait comme ça plutôt quand les chiens avaient retrouvé un serpent à sonnette, donc je n'y ai pas trop prêté attention. Mais j'avais tout de même un sentiment très désagréable au creux de l'estomac. J'ai dit à mon oncle que j'allais vérifier si la mine était inondée pendant qu'il cherchait Firoulizi, l'autre chien. À l'intérieur, avec la lampe torche, je n'ai entendu aucune chauve-souris. D'habitude, on les entendrait gazouiller. C'était un silence étrange. Je voulais aller jusqu'au bout, là où il y avait des inscriptions sur les murs, mais comme je m'y attendais, c'était inondé au quart du chemin et je n'avais pas encore exploré les autres chemins qui bifurquèrent. La partie suivante m'a donné des frissons et je me souviens encore de mon corps qui se tendait. En marchant, mes chaussures se sont mouillées et elles faisaient un bruit de grincement à chaque pas. Quand j'ai vu que c'était inondé, j'ai fait demi-tour pour repartir. Ma lampe de poche a commencé à faiblir. Je n'étais pas inquiet parce que ça arrivait quand on allait en profondeur. C'était étrange que ça ne soit pas arrivé plus tôt. En y repensant, je n'étais pas allé assez profond pour que ça s'assombrisse. Je me suis arrêté de marcher, mais j'entendais toujours des chaussures grincer. Elles venaient de derrière moi. C'était exactement le même bruit que faisaient dans mes chaussures,
Ça sonnait mou et caoutchouteux. Je suis resté complètement figé sur place pendant une fraction de seconde, juste pour m'assurer que ce n'était pas un écho. Non. Ça se rapprochait aussi, et ça venait de l'un des chemins bifurqués. Le grincement humide rappelait celui de mes chaussures. Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Tambo » d'une manière presque moqueuse. Du moins, je crois, parce que ça ne sonnait pas juste. J'ai pointé ma lampe torche vers lui. J'ai paniqué. Seul mon oncle était armé d'un fusil. Celui que j'utilisais habituellement avait été prêté à quelqu'un. Tout ce que j'avais, c'était un lance-pierre. Je l'ai attrapé pour la fronde afin de pouvoir lancer le tout, et je n'avais pas de cailloux. Il m'est impossible de décrire ce que j'ai vu. À chaque fois que j'essaye de m'en souvenir, je ne vois qu'une grande silhouette floue avec un sourire. Je me rappelle seulement qu'il se déplaçait par mouvements saccadés. Je ne suis pas sûr si ses yeux étaient d'onde jaune, car cela aurait pu être simplement le reflet de la lampe torche. Mais ça ressemblait à une personne floue. J'ai lancé mon lance-pierre dessus, et ça a juste fait un bruit comme un pneu qui crisse. J'ai couru sans relâche, me tordant les chevilles, sans jamais regarder en arrière. Quand je suis sorti, j'ai vu Tambo grogner contre moi. Il grognait toujours à l'entrée, et j'ai aussi couru devant lui. Tambo a commencé à me suivre en murmurant. Je voulais aller vers mon oncle parce qu'il était comme une montagne. J'avais les larmes aux yeux. Nous étions à bien 3 heures de toute autre personne. Et j'ai cru qu'on allait mourir. Je voulais juste chercher mon oncle car je pensais qu'il pouvait tout affronter. J'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu mon oncle à environ 15 mètres, agenouillé, et je pouvais voir le fusil sur son dos briller au clair de lune. Quand je l'ai rejoint, il pleurait. Il était agenouillé au-dessus du corps de Ferralisi. Il y avait un couteau planté dedans. Il a d'Armenta et a dit qu'il l'avait trouvé comme ça. J'ai tourné le dos vers lui et j'ai regardé derrière moi. Je n'arrivais pas à arrêter de regarder autour de moi. J'ai parlé avec mon oncle en lui tournant le dos et il était agenouillé au-dessus du chien. Tambo léchait le corps et on aurait dit qu'il pleurait aussi. Il était complètement silencieux, mais maintenant on pouvait entendre les coyotes hurler tout autour de nous. J'avais l'impression persistante qu'on nous observait. Nous étions entourés de collines, et tout ce que je pouvais entendre, c'était ce ruisseau tout proche. Après que les cris ont cessé, mon oncle a déposé le corps dans une crevasse. Il avait aussi l'air tendu. Et il semblait qu'il regardait constamment par-dessus son épaule. À cet instant, nous avons entamé notre retour à la maison. Nous n'avons pas échangé un seul mot pendant tout le trajet du retour. Je ne lui ai révélé que bien plus tard ce que j'avais vu. Il n'a jamais remarqué combien j'étais effrayé. Je suis un pêcheur à la mouche qui passe chaque week-end à parcourir des rivières et des ruisseaux isolés à la recherche de truites brunes. Je vis à Montréal. Ma routine habituelle consiste à descendre en voiture jusqu'à une rivière qui prend sa source dans le nord de l'État de New York, à pêcher sur quelques kilomètres de rivière où personne ne vit vraiment ni ne va, puis à traverser la frontière pour retourner à la rivière du côté canadien. Donc un matin, je suis là-bas seul. J'y étais allé plus de 100 fois. Ce territoire était donc loin d'être inconnu. Cela dit, je m'approchais de la zone où d'autres pêcheurs m'avaient mis en garde contre des propriétaires terriens en colère et des menaces de types armés de fusils. Donc j'étais plutôt sur mes gardes. J'arrive à cette partie de la rivière et il y a une sorte de séparation autour d'une petite île d'environ 15 à 30 mètres. Mais ça se reconnecte et la rivière Hou bifurque vers la gauche. La plupart du temps, je reste à gauche de l'île. Il y a quelques trous et ce jour-là, je suis passé à droite. Donc ma vue sur la rivière était obstruée jusqu'à ce que je contourne un coin de l'île. J'arrive à l'endroit, je lève les yeux à environ 250 pieds devant moi. Et là, debout, il y a cet animal doré beige qui traverse la rivière. J'ai d'abord cru que c'était le chien d'un voisin. Non, c'est un lieu trop isolé. Je suis debout, observant cette chose franchir la rivière.
et plein de choses me traversent l'esprit. Parce que ce que je regarde n'a aucun sens pour moi, là où je me trouve. Cette chose ne m'a toujours pas vu. Elle avance prudemment dans environ 30 à 60 cm d'eau, essayant de traverser d'un pas déterminé. C'est à ce moment que j'ai remarqué la queue. Je connais beaucoup de chiens, mais je n'ai jamais vu une queue comme ça, et puis les poils sur ma nuque se sont hérissés. Je regarde un puma. Dans le nord de l'État de New York, à environ 1 km de la frontière canadienne. Je recule derrière un arbre. Je suis resté quelques secondes de plus, attendant qu'il traverse. Quand je suis arrivé de l'autre côté, il n'y avait aucun doute sur ce que j'avais vu. J'ai décidé que j'étais allé assez loin pour la journée et j'ai commencé à retourner vers le camion qui, avec la courbe de la rivière, se trouvait à peu près dans la même direction que celle où allait le félin. Oh là là! Je retourne au camion, je rentre chez moi et je contacte le service de la pêche et de la faune de New York. Je fournis quelques informations et ils disent qu'ils vont enquêter. La plupart des amis avec qui je pêche là-bas pensent évidemment que je suis fou. Et puis, environ un mois plus tard, mes parents m'envoient un article d'un journal local confirmant qu'il a été aperçu. Quelques années plus tard, je tombe sur un autre article. Inutile de dire que je me sens un peu moins fou. Mes camarades pêcheurs et moi avons fait preuve d'un peu plus de prudence dans cette zone, à partir de ce moment-là. Tu sais, quand j'ai vu ce chat, il ne m'a pas vu. Le vent soufflait dans la bonne direction, donc je doute qu'il m'ait senti. Mais je n'ai même pas eu un regard de sa part. Donc même si j'étais évidemment secoué, je n'ai pas craint pour ma vie à ce moment-là. 1 an plus tard environ, la même rivière, mais à environ 6 ou 7 km de là. Je pêchais un soir. C'était vers 19h30 un soir de juin. J'étais seul et j'entendais sans aucun doute quelque chose se faufiler dans les bois, se dirigeant vers moi. J'entendais une branche craquer, puis le silence. Peut-être quelques pas. C'était étrange. Ça a commencé très loin, puis ça s'est rapproché de plus en plus de moi. J'ai appelé. Pas besoin de se faufiler si quelqu'un est présent. C'était un silence de mort. J'ai continué à pêcher quelques minutes de plus, et cette chose se rapprochait de plus en plus. Elle s'est approchée à environ 10 mètres de moi, mais les buissons m'empêchaient de voir. L'obscurité et les broussailles envahissaient les lieux. Je pouvais sentir les regards. Je suis sorti de la rivière à reculons, les yeux rivés sur l'endroit jusqu'à atteindre l'autre rive. J'ai marché environ 500 mètres le long du ruisseau, sur la rive opposée au bruit, jusqu'à un autre lieu. J'arrive là-bas et en moins de 30 minutes, quoi que ce soit, ça m'a suivi et ça s'approchait de moi à nouveau. Je me disais sans que ce n'était plus drôle du tout. Je crie dans le silence. « Hé mec, ce n'est plus drôle du tout. » Et je n'ai reçu que le silence. D'accord, ça suffit maintenant. Je suis sorti de la rivière, suis retourné à mon véhicule et suis parti. J'avais vraiment l'impression d'être traqué. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas une expérience agréable. L'endroit où je pêche, 2 à 3 km de chaque côté de la frontière. J'ai juste vu des trucs bizarres. Tout des campings louches et étranges, beaucoup trop proches de la frontière qui apparaissent du jour au lendemain, au fait d'être suivis au crépuscule, des évadés, des pumas, des chasseurs et des propriétaires terriens en colère. Parfois, si tu vas là-bas et que le vent est favorable, des voix semblent provenir de tous les côtés autour de toi. Je sais que ça a l'air fou. Mais j'y suis déjà allé avec 6 personnes. Et nous l'avons tous entendu. Tout ce que je dois endurer juste pour attraper quelques belles truites brunes. Au lycée Zmisomet, mes amis et moi allions toujours chez l'un de nos amis qui habitait à la lisière des terres agricoles, à la frontière du pays Amish. Le reste d'entre nous vivait plus près de la ville et nous partions toujours tard dans la nuit. Vers 1h du matin, je raccompagnais mon ami en voiture. Pendant que je conduisais, mon ami me parlait de la vie. Quand nous sommes montés sur une colline.
Quand nous sommes arrivés en bas de la colline, mes phares ont illuminé cette étrange silhouette blanche sur le bord de la route. D'après mes souvenirs, c'était assez grand pour ne pas être confondu avec un animal, et c'était aussi blanc que la neige. C'était une étrange silhouette humanoïde, et pendant les quelques secondes où je l'ai vue, elle a tressailli et bougé de façon étrange. Mon ami et moi sommes passés devant en silence pendant quelques secondes. Je lui ai demandé s'il avait vu la même chose que moi. Maintenant, mon ami pense que tout ce qui est surnaturel et bizarre, c'est n'importe quoi. Il déteste les trucs effrayants comme les histoires. Il trouve que tout cela est faux, ce qui est raisonnable, mais entendre mon ami affirmer avoir vu la même chose et ne pas savoir ce qu'il avait vu m'a fait peur. Le reste de la nuit s'est bien passé, mais on a eu du mal à dormir cette nuit-là, en essayant de comprendre ce qu'on avait vu. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce que c'était. Ça me fait vraiment flipper. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'équitation dans le nord de la Californie pendant des semaines entières. C'était à la fin des années 70 et au début des années 80. J'utilisais rarement une boussole, mais j'avais toujours une carte de ma région. Je suis assez doué pour l'estime à vue grâce au point de repère. Je ne me suis jamais perdu de ma vie, sauf une fois. J'étais dans la forêt nationale des 6 rivières en direction du sud vers le comté de Trinity. C'est un terrain très accidenté. Il y a beaucoup de crêtes élevées, de collines escarpées et de rochers partout. Et des broussailles épaisses qui s'en mêlent. Je suivais les crêtes en direction du sud en essayant de trouver des endroits faciles pour passer à la crête suivante quand cela devenait possible. Le ciel était partiellement nuageux et il faisait frais, environ 60 degrés Fahrenheit, ce qui était froid pour cette période de l'année puisque c'était début août et que les températures tournaient habituellement autour de 90 Fahrenheit ou plus pendant la journée. J'ai trouvé un endroit raisonnable pour traverser la prochaine crête au sud de moi et j'ai commencé à descendre. Quand je suis arrivé dans le ravin, il s'est avéré que ce qui semblait facile vu d'en haut était en réalité un cauchemar rocheux. J'ai commencé à remonter le ravin pour trouver un endroit plus facile pour en sortir. Le vent s'est levé et il a commencé à bruiner. J'ai marché sur environ 1 mile sans rien trouver qui vaille la peine de risquer ma peau, ou plus important encore, les sabots de mon cheval, et j'ai décidé de remonter par le côté par lequel j'étais descendu à l'origine. Je suis arrivé au sommet, j'ai regardé autour de moi pour m'orienter, et je me suis figé de stupeur. Le paysage était complètement différent. Je ne veux pas dire qu'il était plus bas, plus facile ou moins rocheux. Je veux dire que tous mes repères avaient disparu. Certains étaient des sommets se trouvant à 30 ou 40 km de là. D'autres étaient beaucoup plus proches. C'était complètement différent. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. Et j'étais complètement désorienté. J'ai sorti ma carte et j'ai commencé à revoir où j'étais. Les angles des collines que j'avais traversées plus tôt. Je n'ai rien trouvé de correspondant. La seule chose que je pouvais éventuellement identifier, c'était le chemin qui montait depuis le ravin que je venais d'emprunter. Comme il faisait nuageux, je ne pouvais pas m'orienter grâce au soleil. Tout ce que j'avais, c'était les repères que j'utilisais pour l'estime. Et ceux-là avaient disparu. Le vent se levait. Et il commençait à faire très froid. Je m'attendais presque à de la neige. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. J'ai donc décidé de retourner à ma dernière position connue pour reprendre là où je m'étais arrêté. J'ai commencé à descendre la colline, je suis arrivé au fond du ravin et j'ai commencé à monter dans la direction opposée. Cette fois, j'étais très prudent, je faisais attention aux signes de mon passage précédent et à la colline par laquelle j'étais descendu au départ. La pluie s'est arrêtée, le vent est tombé et la journée a commencé à se réchauffer. J'ai retrouvé ma trace d'origine en descendant la colline, j'ai commencé à remonter, et je suis arrivé en haut. Tous les repères étaient là, maintenant. J'étais complètement perdu. J'ai poursuivi sur la crête, cherchant minutieusement l'endroit où j'étais monté plus tôt. Quand je suis arrivé à l'endroit où je pensais que ça devait être,
Il n'y avait aucune trace de cela. J'ai cherché partout un moment pour retrouver ma piste, en vain. Tous mes repères étaient là, visibles. Finalement, j'ai abandonné et j'ai continué sur la crête. Un peu plus tard, j'ai trouvé un sentier facile pour descendre et un autre facile pour remonter de l'autre côté, puis j'ai poursuivi mon chemin. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé. Même si le bruit, j'aurais dû pouvoir voir ses repères de plus près, et honnêtement, les repères plus éloignés étaient assez grands pour être visibles. En y repensant, il n'y avait aucun signe qu'il bruine lorsque j'ai continué là où j'étais monté la première fois, et les variations de température ce jour-là étaient folles, facilement entre 30 et 40 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas rare en montagne, mais c'était vraiment étrange pour cette période de l'année en fait. Une autre chose à l'origine, j'avais choisi de descendre à cet endroit parce qu'il n'y avait rien qui m'empêchait de remonter de l'autre côté. Je pouvais facilement voir depuis le sommet de la crête. Mais quand je suis arrivé, il y avait des tonnes de rochers qui me bloquaient que j'aurais dû pouvoir voir depuis le sommet. C'était vraiment étrange et inquiétant sur le moment, mais j'étais plus concentré sur le fait d'essayer de m'orienter. Mais en y repensant maintenant, c'est encore plus étrange. Dans les années 70, avant ma naissance, mon père travaillait comme guide de randonnée en Californie. Il guidait des groupes de touristes à cheval sur des sentiers de montagne et autres, et il a rencontré beaucoup de gens pendant cette période. Il a rencontré un Amérindien, qui était d'abord un client régulier, puis qui est finalement devenu un employé. Il venait d'une réserve indienne, même s'il n'a jamais précisé laquelle. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il était parti. Mais c'était un type cool, alors mon père ne s'est jamais vraiment soucié de ses origines. Il a toujours pensé qu'il était parti pour des raisons personnelles et qu'il ne voulait pas qu'on l'embête avec ça. Alors mon père n'en a jamais parlé. Un jour, mon frère et leur ami amérindien étaient sur le sentier avec un groupe de personnes. C'était une journée plutôt ordinaire. Mon père et mon oncle se lançaient des blagues, leur ami riait et chahutait, et les touristes prenaient des photos avec leurs gros appareils photo. Rien d'inhabituel. Alors qu'ils avançaient, quelqu'un a crié « Coyote !» et a pointé la petite vallée sur le côté gauche du champ. Encore une fois, rien d'étrange. Cela se passait dans le chaparral herbeux du centre de la Californie et les coyotes sont une vision très courante. Mon père et ses compagnons ont arrêté leurs chevaux pour que leurs invités puissent observer la créature. Mon père et son ami se sont mis à discuter. Mais mon oncle n'arrêtait pas de fixer le coyote, le visage tout plissé, comme s'il essayait de mieux le voir. Mon père lui a demandé ce qui n'allait pas et il a répondu « Ce coyote, il n'a pas l'air en bonne santé ». Le coyote avait des pattes très longues et fines et ne marchait pas normalement. La plupart des chiens marchent en levant une patte avant, puis en levant la patte arrière opposée. Mais ce coyote marchait en levant les deux pattes d'un même côté de son corps, un peu comme un chameau. Son museau était plus long que la normale de 8 cm au moins. Et il tenait son nez haut dans les airs, comme s'il reniflait quelque chose. Mon père a dit que c'était probablement juste une malformation. Et mon oncle était d'accord. Leur ami cependant est resté silencieux. Il tremblait légèrement et fixait directement le coyote étrange. Mon père a posé sa main sur son épaule et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» D'un doigt tremblant, son ami a pointé le coyote et a dit que... La queue, regarde la queue. Mon père a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il n'a pas de queue. Mon ami a dit qu'il expliquerait tout quand il reviendrait au camp de base. Alors mon père a conduit les invités jusqu'au sentier. Le coyote les a suivis, il n'est pas remonté de la vallée, mais il a suivi le groupe. Les touristes trouvaient ça amusant d'avoir un petit compagnon, mais l'ami de mon père ne l'a jamais regardé. Il est resté silencieux tout le long du chemin du retour, quand ils étaient à seulement quelques centaines de mètres du camp de base.
le coyote a surgi des broussailles à environ 6 mètres devant mon père et ses compagnons, ce qui les a complètement effrayés, eux et les chevaux. Le coyote a regardé directement l'ami de mon père et a souri. Ce n'était pas un sourire haletant comme la plupart des chiens, mais un vrai sourire mauvais, toutes dents dehors, qui montrait ses dents tachées de jaune et de brun. L'ami le fixa en retour et sortit un petit morceau de bois avec une flèche gravée dessus. Il montra son visage au coyote qui détourna le regard, puis la créature hurla. Les hurlements des coyotes sont généralement aigus, mais celui-ci était très grave, presque baryton. On aurait dit que la chose avait du liquide dans les poumons, comme si elle était en train de se noyer. Incapable de pousser un dernier cri, il s'enfuit dans les buissons. Mon oncle, toujours blagueur, se tourna vers les touristes stupéfaits et dit « Eh bien, j'espère que vous en avez eu pour votre argent au camp. » L'ami de mon père ne leur raconta pas toute l'histoire, seulement des déclarations vagues comme « ça les a tués et maintenant ça va essayer de me tuer ». Commençant ses zibres, il a dit qu'il faisait cela pour protéger mon père et mon oncle, parce que moins on en sait à ce sujet, mieux c'est. Il leur a donné à chacun un petit morceau de bois avec une flèche dessus, en disant que cela les protégerait de cette chose. Il les a fabriqués lui-même. Et il a dit qu'il était content d'avoir pu les essayer. Il est parti en voiture à 8 heures, et mon père ne l'a jamais revu. Mon père racontait toujours cette histoire quand j'étais plus jeune, surtout pendant les sorties en camping. C'est un gars plein d'entrain, alors il la raconte toujours avec entrain, mais parfois il dit que lors des nuits froides, quand le vent souffle et que les arbres bruissent, il peut entendre le hurlement grave de la chose qui n'était pas un coyote. Quand j'étais plus jeune, je suis parti en randonnée avec un ami. Nous avons fait 1 semaine de randonnée sur une partie du sentier des Appalaches. Le soir, nous faisions un petit feu de camp pour cuisiner et nous réchauffer. Il faisait incroyablement sombre, au-delà des mots. Il n'y avait pas de clair de lune. C'était d'un noir total. Nous étions assis tranquillement près du feu après le dîner, les grillons chantaient et il y avait des bruits d'insectes, des sons typiques qu'on s'attend à entendre dans les bois. Le bruit était fort, mais pas assourdissant, juste assez fort pour qu'on le remarque. Nous étions assis, écoutant le crépitement du feu et les sons de la nature. Tout à coup, la symphonie s'est arrêtée net. Le seul bruit restant était le crépitement de notre feu. Un silence de mort. C'est vite passé d'apaisant à terrifiant. D'habitude, quand un insecte arrête de faire du bruit, c'est qu'il y a un prédateur dans les parages. Quand tous les insectes arrêtent de faire du bruit, ça indique généralement un très gros prédateur. Ajoutez à ça l'obscurité, le mitor, qui n'en sait pas qu'au part, la lumière de notre feu était littéralement engloutie par les ténèbres. Comment cela pourrait-il empirer ? Nous avons commencé à entendre des pas dans les bois autour de nous et de notre zone de camping. Ce n'étaient pas des pas rapides, mais furtifs. Quoi que ce soit, ça marchait un peu, puis s'arrêtait, puis marchait encore un peu, puis s'arrêtait de nouveau. Nous ne pouvions rien voir. Les mots « on est en train de se faire traquer » sont sortis de ma bouche. Mon ami et moi sommes maintenant terrifiés. Nous sommes aussi proches du feu qu'on peut l'être sans y être réellement. Nous avions tous les deux des armes de poing. Et ça ne me faisait toujours pas me sentir mieux ou en sécurité. Alors les pas se rapprochaient, pas plus vite, juste plus fort. Donc la créature qui rôdait dans les bois se dirigeait maintenant vers nous. À ce moment-là, je me dis « Bon, voilà comment ça se termine ». Donc maintenant, vous avez 2 gars blottis autour d'un feu de camp, attendant que quelque chose traverse un mur d'obscurité pour entrer dans la lumière du feu et nous terrifier complètement. Nous avons finalement rencontré notre destin. Une voix très féminine a chanté « Bonjour, je suis Amical, nous venons vers vous ». Et 2 biologistes spécialisés dans la faune sont sortis de l'obscurité. Ils étudièrent les chauves-souris. Évidemment, le meilleur moment pour les étudier, c'est la nuit. C'était un homme et une femme. Ils se sont assis avec nous quelques minutes pour nous expliquer tout le processus. C'était vraiment super à écouter. Ils voulaient aussi nous informer qu'ils seraient dans notre quartier pendant la majeure partie de la nuit.
et ils ne voulaient pas nous effrayer. Trop tard. Nous avons bavardé encore quelques minutes, puis ils sont repartis. Après qu'ils furent hors de portée de voix. Mon ami et moi nous sommes regardés. Et il a dit « J'ai fait pipi dans mon pantalon pour rester au chaud, pas parce que j'avais peur. » C'est une technique de survie célèbre. Jusqu'à ce que je les entende dire bonjour, j'attendais honnêtement qu'un Sasquatch en colère sorte des bois, me saisisse et m'utilise comme une batte de baseball pour tuer mon ami. Donc mon expérience la plus effrayante dans les bois a été de rencontrer 2 biologistes de la faune. Je fais pas mal de chasse à l'arc quand le temps le permet et je piège des lapins environ 3 fois par an, même si je les relâche s'ils sont enceintes. Ancien assistant vétérinaire, je ne peux tout simplement pas faire de mal aux bébés lapins. Mais je pense que la chose la plus folle qui me soit jamais arrivée, c'est quand je suivais des traces de cerfs. Je suivais le troupeau depuis quelques jours, sans prévoir d'en abattre un, juste pour observer. Donc je transportais un mirador, ma tente et le strict nécessaire. Avant que ma chienne n'ait un cancer, je l'emmenais un avec moi, mais elle est en chimiothérapie. Donc c'était un voyage en solo. D'habitude, je comptais sur elle pour me signaler ce qui m'échappait. Mais sans elle, ça a vite commencé à devenir assez flippant. Je remarque que la lumière baisse et je me frotte le visage, frustré. Et soudain, je me réveille. Je venais juste de m'allonger, avec ma tente et tout installé. Du bois de chauffage sous moi. Aïe, et une déchirure dans ma veste. Rien d'autre à en tirer, sauf qu'il faisait bien plus sombre qu'avant. Je regarde ma montre. Il me reste environ 3 heures avant l'aube. Quand ou qui a monté ma tente ? Ils l'ont fait différemment de ce que je faisais habituellement. D'accord, c'est juste une toile cirée et une corde, et je voyage léger. Mais ce n'était pas dans ma formation habituelle. Les fermetures éclairs de mon sac étaient ouvertes. Je tenais ma lame de terrain gainée dans ma main gauche. Et je suis droitier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À ce jour, ça me trouble. Un hiver, quand j'étais sans abri à la fac, une souris est entrée dans ma cachette sous la bâche alors qu'il tombait des cordes. Elle a presque nagé pour se faufiler sous la bâche et y est restée, pantelante et frissonnante. Je lui ai donné un biscuit et elle est restée avec moi. J'ai fini par dormir quelques heures. À mon réveil, elle n'était plus là. Mais un petit tas d'herbe et une brindille avec une baie dessus, malheureusement toxique, se trouvaient là où la souris avait été. J'ai toujours un peu considéré ça comme un remerciement. Je suis d'origine Navajo. Je ne suis qu'un Carnavajo. Mon grand-père est pur. C'était il y a pas mal de temps, mais chaque été on allait passer du temps chez mon oncle. Il a 3 étages de bonne gestion et le sous-sol servait pratiquement de salon, avec une pente qui remontait au-dessus du sol. Donc il n'était qu'à moitié sous terre et il y avait des fenêtres et tout le reste. Donc pour une raison étrange, il laissait ces grandes fenêtres ouvertes la nuit. J'ai souvent vu des skinwalkers rôder dans les environs, principalement sous forme de silhouettes lointaines ou de coyotes de près de 2 mètres de haut. Tu ne pourrais pas juste être normal ? Donc je savais exactement à quoi m'attendre quand tu laisses volontairement une fenêtre assez grande pour qu'une personne puisse facilement passer à travers. Faisons une petite digression rapidement. Cette situation m'a mis mal à l'aise, à cause des histoires qu'on racontait sur nous quand on était bébé. Ma famille séjournait dans la caravane de Manali, et elle avait ces petits cadenas carrés individuels. Ils se sont réveillés au petit matin pour trouver tous les cadenas par terre, les portes grandes ouvertes, et mon frère à qui il manquait une mèche de cheveux. Manali a dû faire un rituel ou une prière ou quelque chose comme ça pour le sauver. Au fait, ça a marché. Il a grandi, réussi et poursuit ses rêves. Mais revenons à nos moutons. Donc on se prépare tous à aller se coucher. Ma grand-mère dort sur le canapé. Mon frère et son ami dorment sur l'autre canapé. Ma tante et moi dormions sur un matelas derrière le canapé où ma grand-mère était allongée. Les autres sont tous partis camper.
pour pratiquer la chasse en tant que skinwalker. Tout le monde s'est installé et est allé se coucher et ma tante m'a volé mon oreiller. Vers 1h du matin, je me suis réveillé en me sentant mal à l'aise. Je me suis assis et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait normal et il n'y avait rien aux fenêtres, à part les lampes de poche au loin que nous voyions souvent, alors je me suis rendormi. Alors, c'est ici que ça se passe. 4h du matin. Je me tourne sur le côté gauche et je vois ma tante dormir paisiblement, malgré le fait qu'elle soit tombée de notre matelas. Ses cheveux étaient étalés sur le sol et elle était complètement emmitouflée dans ses couvertures. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je réalise que ma tante était du côté droit du lit, et que cette chose-là n'était pas ma tante. Ses longs cheveux noirs n'étaient pas les siens. Et son genou, qui était quelque peu exposé, ressemblait à une sorte d'articulation. Ce n'était pas humain. Néanmoins, tu sais, si tu es gravement blessé ou effrayé, soit tu es paralysé par la peur, soit tu es rempli d'adrénaline, n'est-ce pas ? J'étais rempli d'adrénaline. J'ai levé le bras, attrapé le canapé et je me suis retourné de l'autre côté. J'ai réveillé ma grand-mère ainsi. Je lui ai dit de rester éveillée mais silencieuse. Et ça a commencé à bouger autour du canapé et à ressortir par la fenêtre. La façon dont ça bougeait, c'était tellement fluide, un peu comme l'essence cœur dans Kingdom Hearts. Très serpentiforme. Pour commencer, laissez-moi dire que je suis naturellement nerveux. Je fais vraiment attention à ce qui m'entoure. Je ne suis pas quelqu'un de discret ou de timide qui essaie d'éviter les gens, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un bon instinct pour sentir quand quelqu'un ne va pas ou est étrange, et j'essaie de l'éviter. Je viens d'un pays d'Europe où le taux de meurtre ou de criminalité en général est très rare. Donc vous pouvez imaginer que les gens n'ont pas peur de se promener seuls. Cependant, je sors rarement seul la nuit, simplement parce que je viens d'une petite ville et que les bois environnants me font peur. Cependant, quand je suis avec des amis rares, j'adore les balades de nuit. Donc la semaine dernière, mon meilleur ami et moi sommes allés faire notre promenade habituelle. Nous connaissons très bien les routes. Nous empruntons toujours le même chemin. Ensemble, nous nous amusons beaucoup. Nous ne pensons jamais aux choses effrayantes qui pourraient arriver. Les 3 premiers quarts de notre chemin sont bien éclairés par des lampadaires et il y a des maisons autour. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont là. Ensuite, nous arrivons au tunnel et à partir de là, il n'y a plus de lumière et la route en asphalte devient un chemin rocailleux et caillouteux. Quand nous arrivons à cet endroit, une camionnette blanche est garée devant le tunnel, sur le côté d'un fossé qui passe là. Elle n'est pas allumée. Et ça nous met vraiment mal à l'aise. Mais on plaisante juste en disant que quelqu'un va nous suivre. Quand on est passé, j'ai dit que je croyais avoir vu la silhouette de quelqu'un à l'intérieur. Mais mon ami se fâche contre moi parce que je lui fais peur. Après qu'on ait traversé le tunnel, le chemin tourne à gauche et il faut monter une pente. Ce n'est ni une longue marche, ni une marche difficile avant d'arriver en haut de cette colline et de devoir redescendre. À partir de ce point, vous êtes entouré de bois d'un côté et de champs ouverts et chauds-de-tas de l'autre. Il fait vraiment sombre. Mais nous continuons à avoir une conversation amusante pendant environ 5 minutes avant que les lumières de quelque chose commencent à briller derrière nous. Comme il y a beaucoup de fermes à environ 1 ou 2 kilomètres devant. Alors nous nous décalons sur le côté et continuons à marcher pour laisser passer la voiture. Cependant, nous nous retournons et réalisons que ce n'est pas une voiture, mais en réalité la camionnette blanche d'avant. On a un peu paniqué, mais on espérait qu'elle allait juste passer. Ce n'était pas le cas. Nous avons continué à marcher lentement sur 50 à 100 mètres et la camionnette nous suivait lentement derrière. Quand nous accélérons, nous l'entendons aussi accélérer. Et quand nous ralentissons, le véhicule fait de même. Je donne un coup d'épaule à mon amie, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis « Cours vers le champ à gauche. » Maintenant. Nous nous mettons à courir à toute vitesse.
et nous trébuchons presque sur les tas de terre parce qu'il y en a beaucoup dans les champs brûlants. Nous sautons enfin et nous nous cachons derrière une des bosses sur le sol, puis nous attendons. La camionnette s'arrête, allume les phares puissants et 2 hommes en descendent. Ils portent des cagoules et tiennent chacun une lampe torche qu'ils pointent dans notre direction, balayant les champs. Je pense qu'environ 1 minute passe avant qu'ils ne remontent dans la camionnette, la font pivoter sur place et repartent dans la direction d'où nous venions. Nous n'avons jamais eu aussi peur et nous avons juste couru à travers le champ pour rentrer chez nous. Les maisons recommençaient juste à la fin, donc nous nous sommes sentis en sécurité quand nous sommes arrivés là-bas. Je ne sais pas qui étaient ces gens et je n'ai jamais été suivi comme ça auparavant, mais je pense qu'on va éviter les sentiers pendant un bon moment maintenant. Je venais juste de sortir de la voiture de mon petit ami devant chez moi et j'avais contourné l'avant de la voiture pour l'embrasser avant de lui dire au revoir. 2 maisons plus loin, il y avait un lampadaire et tout ce que j'ai vu du coin de l'œil, c'était une silhouette noire qui mesurait environ 1,80 m à 2 mètres. Gardez à l'esprit que lorsque j'ai contourné la voiture au début, elle n'était pas là, mais dans le court laps de temps qu'il m'a fallu pour dire au revoir, elle était apparue juste à côté du lampadaire. De là où j'étais, c'était à 2 maisons plus loin. J'étais terrifié et j'ai demandé à mon petit ami s'il voyait aussi le cerf, et il m'a dit que ce n'était pas un cerf et de reculer lentement vers ma maison. Aucun de nous n'a cessé de le regarder parce qu'on avait peur qu'il bouge. Ce que j'ai vu, c'était une silhouette noire et solide, mesurant entre 1,80 m et 2,10 m. Il avait le corps d'un loup, grand mais pas particulièrement large. Il avait ce qui ressemblait à des bois de cerf sur la tête. C'était d'un noir si foncé que même à la lumière, on ne pouvait pas vraiment distinguer de détails importants. Juste une silhouette, la chose ne bougeait pas beaucoup ni rapidement, mais quand je l'ai vue pour la première fois, elle avait la tête baissée et tournée loin de moi. Mais alors que je reculais, elle a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Comme je l'ai dit, il était difficile de voir les détails, mais ses yeux étaient en d'un rouge sang profond. J'étais absolument terrifié. Il ne bougeait pas, il fixait simplement son regard dans ma direction. Et j'ai fait l'erreur de plonger mon regard dans ses yeux. C'était presque comme une transe. Je ne pouvais plus m'éloigner ni marcher parce que j'étais pétrifié à l'idée de bouger. Il n'a pas bougé ni tourné la tête jusqu'à ce que mon père ouvre la porte pour demander ce qui se passait. J'ai gardé mon regard fixé et il s'est tourné puis s'est enfui, dans les bois derrière la maison voisine. Il a couru très vite et semblait se balancer en courant. Il a couru comme le ferait un gros félin, où il se balance et court près du sol. Pas comme un loup ou un cerf qui courait en bondissant haut à chaque pas. Je suis entré et ai demandé à mon père de vérifier la vidéo de surveillance. Nous avons des caméras pointant vers l'extérieur dans toutes les directions, sauf l'arrière-cour. En allant regarder, nous avons aperçu l'ombre sombre de quelque chose de grand et imposant. Ça ressemblait à une masse noire, ce qui était étrange, puisque les caméras sont équipées de vision nocturne et sont sensibles à la chaleur. Elles détectaient en crack les chats et les chiens à toute heure de la nuit, et ils apparaissaient en temps blanc. Cependant, cette énorme ombre noire se déplaçait dans la même direction que la silhouette aperçue. Mon père a supprimé la vidéo à cause de ses opinions sur les sujets liés au paranormal ou au surnaturel. Mais mon petit ami actuel a abordé le sujet des skinwalkers et m'a expliqué ce que c'était. Nous nous sommes renseignés là-dessus. Je ne me suis jamais vraiment soucié de ce que c'était ni pourquoi c'était là. Rien que de voir cette chose, quelle qu'elle soit, ça me terrifiait tant. Mais même aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après l'avoir vue, mon père refuse d'en parler. Et jusqu'à maintenant, moi non plus. Si vous avez des réponses ou des idées, je suis prêt à entendre ce que cette chose pourrait être. J'ai grandi dans la réserve du Nouveau-Mexique. Je suis blanc et mon beau-père est Navajo. De toute façon, c'est vraiment un désert rocheux et une zone montagneuse, un peu comme le Grand Canyon mais en plus petit. Aucun blanc ne va là-bas.
Les Navajos à l'époque détestaient vraiment les Blancs. On peut marcher toute la journée sans croiser âme qui vive. J'étais à cheval en train de chasser, et je suis arrivé à une sorte de dépression circulaire dans le grès et le sable, comme si quelqu'un l'avait faite il y a très longtemps. Il n'y avait aucun bruit d'animaux autour, pas de lézards sur les rochers, pas d'oiseaux qui chantaient en. Ça faisait vraiment peur à mon cheval. Il hurlait, sautait et donnait des coups de pied, et je n'arrivais pas à le calmer. Alors je me suis éloigné de là et je l'ai attaché à un pin d'Arizona en vue. Je suis allé vérifier avec une arme, bien sûr. C'était un grand cercle d'environ 30 cm de profondeur, vestige d'une ancienne construction. Je suis revenu avec des amis, et avec des chevaux et des chiens. Les chevaux ont fait la même chose, et les chiens sont simplement restés en haut de la colline à gémir. Personne ne savait ce que c'était, mais nos parents nous ont dit de nous en éloigner quand nous leur en avons parlé. La seule chose que j'ai pu découvrir, c'est que les Navajos et d'autres Indiens mettaient pan les personnes et les enfants qui ne pouvaient pas contribuer à la tribu dans une sorte de fosse circulaire pour qu'ils meurent à cause des éléments. Il y a très longtemps, si tu étais infirme ou souffrais d'un handicap mental et que tu ne pouvais pas chasser ou cultiver, personne n'allait te soutenir ou s'occuper de toi. Au début des années 70 et 80, en grandissant, j'avais des heures de corvée chaque jour, même si j'allais aussi à l'école. L'exploration là-bas était incroyable. Et j'ai vu des choses que personne ne croirait. Ma grand-mère était une praticienne de la médecine traditionnelle et des cérémonies. Elle était ce que les Navajos appellent une liseuse de cristal, une trembleuse de main. Les gens venaient souvent lui rendre visite et lui demandaient en fait des guérisons ou les causes de leurs maux. Parfois, les gens lui demandaient de les aider à se protéger contre les attaques d'entités maléfiques. Ma grand-mère enseignait à ma tante et à sa petite-fille les rituels et les cérémonies, un peu comme un apprentissage. Ma cousine était l'une des personnes que ma grand-mère avait choisies pour lui enseigner ces rituels chamaniques. Elle me racontait les histoires les plus étranges et les plus effrayantes qui soient. Une histoire qu'elle m'a racontée parlait d'un vilain skinwalker qui attaquait un voisin de mes grands-parents. Ce skinwalker allait chez eux, tapait aux fenêtres, ouvrait le corral des chevaux, renversait les bouteilles d'eau et embêtait simplement la famille. On pensait que le skinwalker avait été envoyé à cause d'un homme jaloux qui était épris d'une fille qui vivait là et elle avait refusé de sortir avec une certaine personne. Cette famille avait rendu visite à mes grands-parents et avait demandé de l'aide, mais ma grand-mère était réticente. Quelques jours plus tard, le skinwalker est revenu. Cette fois, il a harcelé le berger. Ses attaques étaient implacables, et le berger était effrayé et a couru jusqu'à la maison de la famille au milieu de la nuit. Le père de la maison a dit au berger de se calmer et de retourner chez lui. Le berger répétait sans cesse que ça appelait son nom, et il voulait que ça s'arrête. Le père a raccompagné le berger chez lui et a fait le tour de la maison. Il n'a rien vu d'inhabituel. Le lendemain matin, le berger n'est pas venu pour le petit déjeuner, et le père est allé prendre de ses nouvelles. Il ne l'a pas trouvé là, et la porte d'entrée était grande ouverte. Le père a commencé à chercher le berger, et il ne lui a pas fallu longtemps pour le trouver. Il avait été étranglé par une clôture en fil de fer barbelé qui servait d'enclos pour les moutons. Les moutons avaient également disparu, très probablement parce que le fil de fer barbelé avait été retiré de la clôture. La famille était bouleversée et rendait visite à ma grand-mère pour demander de l'aide. Mon cousin m'a raconté la cérémonie qu'ils avaient faite pour s'en défaire. Elle a dit que le lendemain matin, ils ont rassemblé quelques ingrédients, un panier cérémoniel Navajo et une pointe de flèche en cristal, et elle a dit que tôt le matin, avant le lever du soleil, ils ont commencé la cérémonie. Elle tenait le panier et la pointe de flèche, et ils étaient enterrés sous les ingrédients pendant que ma grand-mère chantait. La pointe de flèche a commencé à s'élever et à léviter au-dessus du panier, puis elle s'est envolée hors du panier et ils ont continué à chanter jusqu'à ce que le soleil se lève.
Ma cousine a demandé où était passée la pointe de flèche et ma grand-mère lui a dit que la pointe de flèche s'était occupée du skinwalker qui terrorisait la famille. Ma cousine m'a dit que la famille avait été libérée de la malédiction du skinwalker et qu'il n'aurait trop plus à s'en inquiéter. J'ai déjà été traqué par un puma une fois. C'était à la fin des années 90, et je n'oublierai jamais la sensation d'être une proie potentielle. Mon petit ami de l'époque et moi voulions faire une randonnée dans une zone du désert appelée Hell Hole Canyon. Malgré son nom, c'était un endroit magnifique pour randonner, mais très éloigné dans le désert. C'était le début du printemps parce que les plantes étaient encore vertes. Et il y avait de l'eau qui coulait dans le ruisseau. Plus tard dans l'année, Tmarsan tout sèche et devient marron. Il venait aussi de pleuvoir parce qu'il y avait des flaques d'eau sur le sentier. J'ai vu une grande empreinte. Ça ressemblait à un gros chien, mais sans griffes. Gardez à l'esprit que, tout comme les chats domestiques, les grands félins ont des griffes rétractiles, donc cela nous a dit de faire attention. Mais nous avons continué à marcher parce que c'était un sentier en boucle. Juste au moment où nous sommes arrivés à la partie de la boucle la plus éloignée du début du sentier, je me suis penché et j'ai vu de petites empreintes de pattes, qui ressemblaient exactement aux autres, sauf qu'elles étaient petites. J'ai commencé à m'extasier sur à quel point elles étaient mignonnes, et que les bébés devaient en être quelque part. Puis nous avons entendu le grognement. Ça ressemblait presque à un moteur qui gronde, comme des motos tout-terrain ou quelque chose au loin. Mais ce n'était pas une moto tout-terrain et c'était proche. Tout à coup, j'ai réalisé que les oiseaux qui chantaient autour de nous étaient soudainement devenus silencieux. Je me suis levé et j'ai enlevé mon sac à dos pour le tenir au-dessus de ma tête afin de paraître plus grand et j'ai dit au petit ami qu'on partait tout de suite. Il a entendu la même chose. Donc, il cherchait déjà une pierre. Il n'y avait pas de bon bâton de randonnée dans la région. Aucun de nous n'a vu l'animal, mais nous savions qu'elle était là. Nous nous sommes tous les deux rendus grands, avons fait beaucoup de bruit et nous sommes éloignés de là aussi vite que possible. Je pense que si la maman chatte n'avait pas été occupée avec ses nouveaux chatons, et si j'avais été en randonnée seul, nous aurions servi d'appât vivant. C'est en partie la raison pour laquelle je ne fais jamais de randonnée seul, jamais. Il est trop facile de se faire attraper par des animaux qui, d'habitude, laissent les gens tranquilles, s'il y a plus d'une personne. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans mon état natal, le Maryland, terre de nombreuses choses inexplicables, archaïques et surnaturelles. Bien sûr, les Amish et les Ménonites que vous voyez sont sympathiques. Mais même eux craignent ce qui se trouve là-bas, dans l'obscurité primitive d'une nuit de pleine lune. C'était une fraîche soirée d'automne, le soleil commençait à se coucher et la lune s'élevait pour le rejoindre, s'enlaçant brièvement dans le crépuscule, avant de partir chacun de son côté. Le vent soulevait les feuilles mourantes de leurs branches et les dispersait dans l'air, troublant le calme de l'eau en glissant à la surface du lac. Les renards couraient à travers les hautes herbes, chassant aussi bien les rats musqués et les spermophiles que les lapins et les lièvres. Les oiseaux chantaient en borne de douces complaintes nocturnes, tandis que les écureuils sautaient d'arbre en arbre, se lançant dans une poursuite enjouée en grimpant et franchissant les branches. Au loin, des coyotes hurlaient pour s'appeler les uns les autres, aboyant et jappant entre eux, tandis que les étoiles parsemaient le ciel. Les derniers vestiges de la lumière du jour avaient disparu. La lune s'éleva jusqu'à son trône d'ébène étincelant et répandit sa lumière, pâle et d'une beauté sereine. Ma famille était à l'intérieur, passant un bon moment, riant, buvant et étant joyeuse dans l'ensemble. Mais je préférais la consolation et la solitude à tout cela, à cette barbarie bruyante. Là, j'étais assis seul sur le porche, regardant le reflet de la lune sur le lac, observant les ondulations causées par la brise. Lorsqu'un grondement profond venant de sous le porche ramena mon attention à la réalité.
Je me suis arrêté et j'ai écouté, entendant un autre grondement profond venant de sous le porche, et j'ai été secoué lorsque cette chose a commencé à fouiller et à déplacer les outils de mon grand-père. Le métal résonnait contre le métal, des poutres en bois étaient jetées un peu partout et, d'après ce que j'entendais, des clous raclaient dans la brique. Des palourds se dirigèrent prenant vers l'arrière-cour, et la créature à qui ils appartenaient se dressa dans la pâle lumière de la lune. Une créature à la fourrure brun auburn, aux oreilles à angles pointus et à la tête de loup, perchée sur un corps maigre et élancé avec des griffes acérées, alors qu'elle se tenait dans l'arrière-cour. Profitant de la lumière de la lune, rien ne se passa pendant quelques minutes. Mais ensuite ses oreilles se dressèrent lorsque ma famille s'y devint plus bruyante, et il se tourna vers moi sur le porche, reniflant l'air. Mon cœur se serra un peu, et juste au moment où je pensais qu'il allait se passer quelque chose de grave, la bête posa un doigt griffu sur son museau recourbé et me fit signe de me taire. Après cela, il se retourna lentement et s'approcha de l'herbe haute, entrant dans le bois peu après, pour ne jamais être revu. Je suis allé à la chasse à la caille il y a environ 10 ans, avec mon beau-père et son ami. C'était un peu au milieu de nulle part, à côté du fleuve Colorado, du côté de la Californie. On pensait être seul, et une nuit on entend cette fille crier au loin. Ça nous a surpris, alors on a pris nos fusils de chasse et on s'est dirigé vers l'endroit d'où venait le cri. On est arrivé à ce campement à environ un quart de mile, et il y avait ce type, et on a supposé que c'était sa copine. Elle était visiblement bouleversée. Il a failli se faire dessus quand 3 types sont arrivés avec des fusils à pompe. Il demande si tout le monde va bien et elle regardait le sol en disant que ça allait, qu'ils étaient en train de se disputer. Le lendemain matin, on se réveille à 4 heures pour commencer la chasse de la journée et on passe devant leur camp pour vérifier à nouveau comment ils vont. Ils sont partis. Nous ne les avons jamais entendus partir. J'espère qu'elle allait bien. J'ai vu beaucoup de choses habituelles dans le nord-ouest du Canada, mais la seule chose qui m'a vraiment fait hésiter à aller dans les bois là-bas, c'était de ne pas vouloir tomber sur un cadavre. Il y a des dizaines, des centaines de cas de disparition non résolus là-bas. Beaucoup d'entre eux sont des hommes et des femmes autochtones, mais aussi des personnes blanches. Des panneaux affichent partout des informations sur les disparus. J'espère qu'ils seront retrouvés et que les familles taranais pourront trouver une forme de paix, mais je redoutais d'être celui qui tomberait sur un cadavre. Les impacts de balles omniprésents m'ont également fait hésiter. Tirer sur les panneaux de signalisation, c'est déjà grave, mais ces types ne tirent rien même sur les cabanes de toilettes. Rien de tel que de faire ses besoins en comptant les impacts de balles juste devant soi. Le Canada a des lois sur les armes à feu plus strictes qu'aux États-Unis, mais les gens prennent quand même de mauvaises décisions. Je visitais mon cousin chez lui. J'ai 4 cousins, 2 jumelles de 10 ans, puis un frère aîné de 21 ans et un autre de 26 ans. Je dormais dans la chambre avec le cousin de 21 ans et nous avons entendu des objets tomber dans la chambre des filles juste à côté de la nôtre. Nous avons supposé que c'était simplement elles qui jouaient. Puis l'une d'elles s'est mise à parler à l'autre. Et elles étaient de l'autre côté de la pièce. Alors mon cousin est sorti de la pièce pour aller vérifier. Et j'ai regardé par-dessus son épaule à travers l'embrasure de la porte. Au moment même où les filles expliquaient que des objets tombaient sans raison, une sorte de créature humanoïde a surgi du placard. Ça avait l'air humain, mais c'était beaucoup plus long et mince et ça courait à 4 pattes. Il est sorti en courant de la maison, a brisé la charnière de la porte d'entrée et a traversé la moustiquaire près de la porte. Nous avons appelé la police immédiatement. Et ils étaient tous là en moins de 5 minutes. Ils ont fouillé dans un rayon de 8 km et n'ont rien trouvé. Ils ont prélevé de l'acide désoxyribonucléique sur la porte. Et apparemment, cette chose a été coupée par les éclats de bois de la porte. Il y avait de petites taches de sang dessus. Après analyse, les résultats se sont avérés non concluants.
Ils ont dit que c'était similaire à l'acide désoxyribonucléique humain, mais pas de la même manière que l'acide désoxyribonucléique des singes est similaire. Mais ce n'était pas un humain. Ils le savaient. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun incident avec cette chose, quelle qu'elle soit. Ils vivent toujours dans la maison et n'ont eu aucun problème. Mais nous n'avons aucune explication sur ce qui s'est passé, sur ce qu'était cette chose, ni sur la façon dont elle est entrée dans la maison. Il y a une route de glace dans le nord de l'Alberta qui n'est ouverte que 3 à 4 mois par an lorsque les rivières gèlent. Bref, j'ai pris la route plutôt que de prendre l'avion pour rejoindre une communauté isolée où je travaillais sur un projet. C'était bizarre. Il n'y a pas d'autre lumière que celle de ton véhicule. C'est fou que ton Global Positioning System te dise « J'en sais rien mec, je crois que tu es dans une rivière ». Je me suis arrêté sur le bas-côté pour uriner. C'était le soir donc on ne voyait pas grand-chose. En plein milieu, j'ai eu un étrange frisson de danger et j'ai sauté dans mon camion. Environ 15 secondes plus tard, j'ai vu 2 lynx, ou des visons qui descendaient, et se promenaient en reniflant autour de mon camion. Ils ne sont pas énormes, mais je n'ai aucun doute qu'ils auraient pu m'attaquer. Du coup, j'ai fini par uriner dans une bouteille de vide.